Mon père m'a persuadé de mettre ma maison à son nom pour des raisons de sécurité. Je lui ai fait confiance, puis il l'a offerte en cadeau de mariage à mon frère. Je suis restée silencieuse, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Des mois plus tard, il m'a appelé désespéré. Jamais je n'aurais pensé qu'à 29 ans, je recommencerais à zéro. Pas après avoir accompli tant de choses par mes propres efforts. Mais me voilà, assise par terre dans un minuscule appartement que j'ai dû louer à la hâte, entouré de cartons contenant les vestiges de ce qui fut un jour ma vie. Et tout cela parce que j'ai fait confiance à la personne qui aurait dû me protéger avant tout, mon propre père. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans l'Ohio. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avions jamais manqué de rien. Mon père a toujours été un homme d'affaires, un de ceux qui connaissent tous les raccourcis et toutes les manières d'optimiser le système. Ma mère, en revanche, a toujours été naïve et soumise, acceptant ses décisions sans jamais les remettre en question. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je devrais compter sur moi-même si je voulais réussir dans la vie. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décroché un emploi comme analyste système dans une entreprise de technologie. Ce n'était pas le boulot de mes rêves, mais ça payait bien. Pendant 6 ans, j'ai économisé chaque centime, vivant dans un petit appartement que je partageais avec 2 colocataires, évitant les dépenses inutiles. Mon rêve était d'avoir ma propre maison, un endroit à moi, où personne ne pourrait m'expulser ni imposer de règles. Lorsque j'ai enfin réussi à rassembler suffisamment d'argent pour donner un acompte sur une maison modeste en périphérie de la ville, j'ai senti que je récoltais enfin le fruit de mes efforts. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai reçu les clés. C'était un jeudi ensoleillé au printemps. Je suis entré seul dans la maison vide, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré de joie. Cet espace était à moi, acquis grâce à ma sueur et ma persévérance. Au cours des premiers mois, je consacrais tout mon temps libre et mes économies pour transformer cette structure basique en un véritable foyer. J'ai peint les murs, acheté des meubles peu à peu, planté des fleurs dans le petit jardin devant. Chaque détail contenait un peu de moi. Chaque recoin reflétait mes choix, mes goûts, ma personnalité. C'est quand mon père est venu me rendre visite pour la première fois que tout a commencé à changer. Il a regardé autour de lui, analysant chaque pièce d'un regard critique, et à la fin de la visite, il s'est assis à la table de la cuisine que j'avais restaurée moi-même. « Je suis fier de toi, ma fille », a-t-il dit avec ce sourire que je reconnais maintenant comme calculateur. Mais je suis inquiet. J'ai demandé la raison de son inquiétude et il a commencé à expliquer les impôts fonciers, les éventuels litiges liés à mon travail et comment je pourrais tout perdre si quelque chose tournait mal. Il a parlé de cas de personnes qui ont été poursuivies et ont perdu leur maison, de l'instabilité du marché immobilier, tant de menaces que, dans ma naïveté, je n'avais jamais pris en compte. Il existe une solution simple. Il a continué. Mais la maison a mon nom. Ce n'est qu'une formalité légale. La maison restera à toi sur tous les aspects pratiques, mais elle sera protégée contre toute éventualité. J'ai hésité. Quelque chose en moi a sonné l'alarme. Mais ensuite, il a ajouté, « Penses-tu vraiment que je ferai quelque chose pour nuire à ma propre fille ? Je veux juste m'assurer que tout ce que tu as accompli avec tant d'efforts soit protégé. » Je lui ai fait confiance. C'était là mon erreur. J'ai fait confiance à l'homme qui m'avait élevé, qui devait avoir à cœur mes meilleurs intérêts. La semaine suivante, j'ai signé les documents transférant la propriété à son nom, sans lire les détails, sans consulter un avocat indépendant. Ma mère était présente et souriait avec approbation, complètement inconsciente des réelles intentions de son mari, tout comme moi. La vie a suivi son cours normalement pendant près d'1 an. J'ai continué à vivre dans ma maison, à payer l'hypothèque, à m'occuper de l'entretien. Mon frère cadet, Lucas, a annoncé ses fiançailles durant cette période. Il a toujours été le chouchou, l'homme de la famille, même s'il n'a jamais fait preuve de beaucoup de responsabilité ou d'éthique de travail. À 26 ans, il vivait encore aux dépens de nos parents, passant de job en job, toujours avec des excuses élaborées pour ses échecs. Le mariage était prévu pour l'été. J'ai été chargé d'organiser la fête, comme c'était souvent le cas lors des événements familiaux. J'ai investi temps, argent et énergie pour m'assurer que tout soit parfait, même si je n'étais pas en très bon terme avec la mariée, une jeune femme gâtée partageant la même mentalité parasitaire que mon frère. Le jour de la cérémonie, tout s'est déroulé comme prévu. L'église était magnifiquement décorée. La réception dans la salle des fêtes était élégante, sans être extravagante, compte tenu du budget limité de la famille. C'est durant le toast, après le dîner,
que mon monde s'est effondré. Mon père s'est levé, coupe en main, et a commencé un discours ému sur la famille, l'union et le futur. Tous les invités l'écoutaient, sourire aux lèvres, ravis par ses paroles chaleureuses. Puis il a prononcé les mots qui marqueraient le début de la fin de ma relation avec lui. Et pour célébrer ce nouveau départ, j'ai un cadeau spécial pour les jeunes mariés. La maison de la rue Maple, qui est à mon nom, appartient désormais officiellement à vous. Un foyer pour fonder votre famille. Ma maison. Ma maison que j'avais achetée avec mon argent et pour laquelle je payais encore, la maison qui représentait des années de sacrifice et de détermination. Maintenant, par quelques mots, elle s'était transformée en un cadeau de mariage pour mon frère irresponsable et sa femme tout autant inconsciente. Les invités ont applaudi, mon frère et la mariée faisaient semblant d'être surpris, mais leur sourire trahissait qu'ils étaient déjà au courant du plan. Ma mère pleurait d'émotion, n'ayant aucune idée de la trahison qu'elle venait de découvrir. Et moi, je suis restée assise, paralysée, tentant de comprendre l'ampleur de cette trahison. Mon premier instinct a été de crier, de faire un scandale, d'exposer la vérité devant tous les présents. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être le choc, ou le désir de ne pas gâcher complètement une journée censée être festive. Ou peut-être, dans une partie plus calculatrice de mon esprit, je savais déjà que la vengeance se servirait bien plus froide. J'ai souri. Un sourire si faux qu'il me faisait mal aux muscles du visage. J'ai levé mon verre avec les autres et bu jusqu'à la dernière goutte, engoulant le cri qui menaçait de s'échapper de ma gorge. Je suis resté à la fête jusqu'à la fin, dansant, discutant, faisant semblant que tout allait bien. Personne n'a remarqué mon angoisse intérieure, même pas ma mère, qui a toujours été si attentive à mes sentiments. Le lendemain, alors que les nouveaux mariés partaient pour leur lune de miel, également payée par mes parents, j'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. Il n'y aurait pas de confrontation directe, pas de drame. J'allais agir avec le même froid calculateur dont mon père avait fait preuve. J'ai discrètement engagé un avocat. J'ai expliqué la situation et demandé quelles étaient mes options. La réponse n'a pas été encourageante. Légalement, la maison appartenait à mon père et maintenant, par transfert légal, à mon frère. Je pouvais essayer de prouver que j'avais été trompé, qu'il y avait eu coercition ou fraude, mais ce serait ma parole contre la sienne. Et les documents que j'avais imprudemment signés étaient tous en règle. L'avocat a suggéré une négociation directe, mais je connaissais trop bien mon père et mon frère pour savoir que cela ne mènerait à rien. Il nierait toute irrégularité. Il me traiterait comme la fille ingrate qui ne voulait pas voir sa famille heureuse. L'histoire serait déformée et je finirais par être la méchante. J'ai donc opté pour une approche différente. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que mon frère et sa femme étaient encore en voyage, j'ai méthodiquement retiré toutes mes affaires de la maison. J'ai laissé seulement les meubles de base et les objets que j'avais spécifiquement achetés pour la maison. Je n'ai laissé aucun mot, je n'ai donné aucune explication, j'ai simplement disparu. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. C'était minuscule par rapport à ma maison, mais c'était ce que je pouvais me permettre après avoir investi tant dans la propriété qui appartenait maintenant à mon frère. J'ai commencé à reconstruire ma vie jour après jour, conservant chaque sentiment amer, chaque désir de revanche pour le moment opportun. Ma mère a commencé à m'appeler tous les jours, s'inquiétant de mon brusque éloignement. J'ai gardé nos conversations brèves et superficielles, sans jamais mentionner la véritable raison de mon absence. Mon père a également tenté de me contacter plusieurs fois, toujours avec des messages courts demandant si tout allait bien. J'ai ignoré toutes ces tentatives. 6 mois se sont écoulés, 6 mois de silence calculé, de reconstruction patiente, de planification minutieuse. Puis, lors d'une nuit pluvieuse d'automne, j'ai reçu l'appel que j'attendais secrètement. C'était mon père. Sa voix était différente. Il n'y avait plus ce ton confiant habituel. Il semblait désespéré. « Nous devons parler », a-t-il dit. « C'est urgent. C'est au sujet de la maison. » J'ai feint l'indifférence. « Quelle maison ? » « Celle que tu as donnée en cadeau à ton fils chéri. » « Qu'est-ce qui pourrait être si urgent ? » Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Quand il a reparlé, j'ai réalisé qu'il choisissait ses mots avec soin. Lucas a des problèmes financiers. Il n'a pas réussi à maintenir les paiements de l'hypothèque. La banque menace de saisir la propriété. J'ai réprimé un sourire qui menaçait de surgir sur mes lèvres. Bien sûr que mon frère irresponsable n'allait pas réussir à faire face aux responsabilités d'une maison.
Il n'a jamais su assumer aucune responsabilité au cours de sa vie. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Que veux-tu? Ai-je demandé, gardant une voix neutre. J'ai besoin de ton aide. Il l'a finalement admis. Tu as toujours été doué avec les finances, avec l'organisation. Peut-être pourrais-tu l'orienter, l'aider à réorganiser ses comptes. Pourquoi ferais-je cela? La maison est à lui maintenant, je te rappelle? C'était son généreux cadeau de mariage. Un autre silence. Fille, je sais que tu es en colère à cause de cette situation, mais c'était pour le bien de la famille. Lucas avait besoin d'un foyer pour commencer sa vie de couple. Et toi, tu as toujours été si indépendante, si capable, que tu construises ta propre maison que tu m'as volée. Ai-je complété, laissant l'amertume transparaître pour la première fois. Mon père a essayé de se justifier. Il a parlé des difficultés financières qu'il a rencontrées à l'époque, de combien il était sûr que je comprendrais un jour, de comment tout cela avait été fait pour le bien de la famille. Des mensonges. Chaque mot qui sortait de sa bouche n'était qu'un mensonge destiné à manipuler mes sentiments, à me faire culpabiliser d'être blessé par une trahison si profonde. Que veux-tu vraiment, papa? Ai-je finalement interrompu? Il a hésité. Lucas et sa femme risquent de perdre la maison. Ils n'ont nulle part où aller. Je pensais que peut-être tu pourrais les aider financièrement. Temporairement, bien sûr, jusqu'à ce qu'ils puissent se réorganiser. Voici le véritable motif de cet appel. Ce n'était ni un regret, ni une demande de pardon, mais juste une nouvelle tentative de profiter de moi. Je vais réfléchir à la question, répondis-je froidement, mais je ne promets rien. Je raccrochai avant qu'il puisse répliquer. Je m'assis dans le petit fauteuil de mon appartement, ressentant un mélange d'émotions, de la colère face à son audace, une tristesse qui confirmait que je n'avais jamais été vraiment valorisé en tant que fille. Je devais aussi admettre une certaine satisfaction en voyant leur plan se heurter à l'échec. Le lendemain, je rendis visite à la banque qui finançait l'hypothèque de la maison. Comme j'étais la responsable du début du processus, je disposais encore de quelques informations me permettant de consulter l'état actuel de la situation. J'appris que mon frère n'avait pas réglé les paiements depuis 4 mois. La banque avait déjà entamé la procédure de reprise de la propriété. C'est alors que j'eus une idée qui transformerait toute cette situation injuste en une opportunité de récupérer ce qui m'appartenait de droit. Je demandai un entretien avec mon père et mon frère à la fin de cette semaine. Je choisis un café neutre, un endroit public où ils ne pourraient pas faire de scène sans se sentir gênés. J'arrivai délibérément avec 20 minutes de retard, leur donnant le temps de devenir anxieux et impatients. Quand je m'assis enfin à la table, ils avaient tous deux l'air nerveux. Mon frère avait perdu du poids. De profondes cernes creusaient ses yeux. Mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Une pointe de culpabilité me traversa l'esprit, mais je la repoussai rapidement. Ce n'étaient pas mes choix qui avaient conduit à cette situation. Je suis prête à vous aider, annonçai-je directement, sans détour. Mais j'ai des conditions. Ils échangèrent des regards surpris devant mon approche franche. Ils s'attendaient à des supplications, à une manipulation émotionnelle, pas à une négociation froide. Quelles conditions, s'enquit mon père prudemment. Premièrement, la maison doit revenir sur mon nom légalement, avec tous les documents nécessaires. Deuxièmement, je prendrai en charge les paiements en retard et continuerai à payer l'hypothèque comme je l'ai fait jusqu'à présent. Troisièmement, vous avez 60 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Mon frère s'emporta immédiatement. Comme je le savais que cela arriverait. C'est absurde. La maison est à moi maintenant. C'était un cadeau. Un cadeau que tu ne peux pas garder, répondis-je calmement. Un cadeau qui est sur le point d'être saisi par la banque. Je vous offre une solution à votre problème. C'est du chantage, grogna mon père, le visage rouge de colère. Tu profites de notre situation difficile. J'ai failli rire de l'ironie. Comme tu as profité de ma confiance? Comme vous vous êtes tous les deux servis de mon travail acharné? Non, père, cela s'appelle la justice. La discussion se prolongea durant près de 2 heures. Ils tentèrent de me convaincre de simplement leur prêter de l'argent, d'accepter un arrangement où je pourrais vivre avec eux dans la maison jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre endroit. Ils proposèrent 1000 alternatives qui n'impliquaient pas de renoncer à la propriété. Je restai inflexible. Finalement, quand ils réalisèrent qu'il n'y avait pas d'autre issue, qu'ils étaient sur le point de tout perdre s'ils n'acceptaient pas ma proposition, ils cédèrent à contre-cœur.
Mon père accepta de transférer la maison de nouveau à mon nom. Mon frère claqua la porte du café en jurant que je le regretterais. La semaine suivante, j'investis presque toutes mes économies pour régulariser la situation avec la banque. J'embauchai un avocat pour veiller à ce que chaque détail du transfert soit effectué correctement cette fois, sans possibilité de nouvelles trahisons. Je signai les nouveaux contrats avec un mélange de soulagement et d'amertume. La maison revenait à moi, mais à un coût émotionnel extrêmement élevé. Comme prévu, mon frère et sa femme n'acceptèrent pas la défaite facilement. Dans les semaines qui suivirent, alors qu'ils vivaient encore dans la maison en attendant le délai que j'avais fixé, ils commencèrent une campagne de représailles silencieuses. Des objets disparaissaient, des murs apparaissaient endommagés. Le jardin que j'avais soigné avec tant d'amour fut négligé jusqu'à se transformer en un amoncellement de mauvaises herbes. Je notais chaque incident, photographiais chaque dégât, sans les confronter directement, maintenant ma stratégie de froideur calculée. Quand je découvris qu'il répandait des mensonges à mon sujet auprès de la famille et d'amis communs, me décrivant comme une sœur avide qui les laissait à la rue par pure méchanceté, je laissais simplement dire. La vérité finirait par éclater. Le délai de 60 jours arriva à échéance. La veille, je reçus un appel de ma mère. Elle était en larmes, implorant que je reconsidère, parlant de l'unité familiale, des moments difficiles que mon frère traversait. Et moi, mère, lui demandai-je doucement. Quelqu'un a-t-il pensé aux moments difficiles que j'ai vécus quand on m'a volé ma maison? Quand j'ai dû recommencer à zéro après tant de sacrifices? Il y eut un silence au bout du fil. Je réalisai qu'en dépit de toute sa bienveillance, ma mère n'avait jamais vraiment compris l'ampleur de la trahison que j'avais subie. Elle verrait toujours la situation à travers le prisme déformé de l'harmonie familiale, où les sentiments des femmes devaient être sacrifiés au nom de la paix. « Je suis désolée que tu vois les choses ainsi, » répondit-elle enfin, la voix tremblante. « Cela m'affecte également, mère. » Je lui dis cela avant de raccrocher. Le lendemain, je conduisis jusqu'à la maison, ma maison, à l'heure convenue. Il n'y avait aucun signe de la voiture de mon frère. Les rideaux étaient tirés, la maison semblait abandonnée. J'utilisai la clé que l'avocat m'avait remise la veille et entrai. Ce que je trouvais à l'intérieur faillit me faire tomber à genoux. La dévastation était complète. Des meubles brisés, des murs criblés de trous, un sol rayé. Sur le mur du salon, écrit à la bombe de peinture rouge, un seul mot, ingrate. Je pris une profonde inspiration, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Cela était prévisible. Connaissant mon frère, je savais qu'il ne partirait pas sans laisser une marque, sans un dernier acte de vengeance infantile. Je marchais lentement d'une pièce à l'autre, documentant les dégâts avec la caméra de mon téléphone, ressentant un mélange de douleur et de détermination grandir en moi. Dans la chambre principale, je trouvai une photo de famille déchirée en deux, soigneusement posée sur ce qu'il restait du lit. Dans la cuisine, le réfrigérateur avait été laissé ouvert, des aliments pourris éparpillés sur le sol. Dans la salle de bain, les robinets étaient laissés ouverts, inondant une partie de la maison. Je m'assis sur les marches de l'entrée et, finalement, je laissai couler mes larmes. Pas pour les dégâts matériels, cela pouvait être réparé. Je pleurais pour la famille que j'avais un jour cru avoir, pour l'amour que je pensais inconditionnel, pour les liens qui étaient désormais irrémédiablement brisés. Dans l'après-midi même, je fis 3 choses. D'abord, j'embauchai une entreprise de sécurité pour installer des caméras dans toute la propriété. Ensuite, je déposai une plainte pour les dommages causés. Enfin, je déposai une demande de mesures restrictives contre mon frère et sa femme, fondée sur les menaces volées et le vandalisme. Les semaines suivantes furent consacrées à la restauration de la maison. J'engageai des professionnels pour réparer les dommages structurels. Je peignis chaque mur de nouvelles couleurs, différentes des précédentes, symbolisant mon nouveau départ. Chaque objet cassé fut remplacé, chaque marque de vandalisme soigneusement éliminée. Tandis que je travaillais à la récupération de l'espace physique, je soignais aussi mes blessures émotionnelles. Je commençais une thérapie, quelque chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. Je m'attachais à établir des limites claires avec ma famille, refusant de participer à des rencontres où mon père ou mon frère seraient présents. Ma mère, initialement réticente à l'idée de diviser la famille, commença progressivement à me rendre visite seule, écoutant réellement ma version de l'histoire. C'est lors d'une de ces visites, environ 3 mois après avoir récupéré ma maison, que ma mère comprit enfin la vérité complète. Je lui montrai les documents d'origine de l'achat, les relevés bancaires, prouvant que chaque centime investi dans la maison provenait de mon compte,
ainsi que les relevés de paiement que j'avais continué à effectuer même après le transfert au nom de mon père. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela, Zrenia ?» me demanda-t-elle, la voix étranglée par les larmes. « Parce que tu ne m'as jamais demandé, mère. Tu as toujours cru sa version ? Sans jamais mettre en question. » Ce fut une conversation douloureuse mais nécessaire. Pour la première fois, je vis ma mère questionner les décisions de mon père. La dynamique familiale qui avait toujours favorisé mon frère, le schéma de comportement qui avait permis qu'une telle trahison se produise. 4 mois après avoir récupéré ma maison, je reçus un nouvel appel désespéré. Cette fois, c'était mon frère. « J'ai besoin de ton aide, dit-il. Sans préambule. Nous vivons chez les parents de ma femme, mais la situation devient insoutenable. Nous avons besoin d'un endroit où rester. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Tu as cette grande maison juste pour toi, argumentai-je avec une voix neutre. Nous pourrions rester dans la chambre d'amis le temps de nous réorganiser. L'audace était impressionnante. Après tout ce qu'ils avaient fait, après le vandalisme, les mensonges, la trahison, il avait encore le culot de me demander un abri, comme si tout pouvait être oublié sans une excuse, sans reconnaissance de son erreur, sans aucun signe de remords. Non, répondis-je simplement. Ça ne va pas arriver. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la famille, cria-t-il, la voix déformée par la colère. La famille ne vole pas la famille, Lucas. La famille ne détruit pas la maison familiale par vengeance enfantine. La famille ne répand pas de mensonges sur la famille. Il commença à crier des insultes, des menaces. Je le laissai exprimer sa colère pendant quelques minutes avant de l'interrompre calmement. Il y a une mesure restrictive contre toi. Tu te souviens ? Si tu mets les pieds chez moi, j'appellerai immédiatement la police et j'ai des caméras installées dans toute la propriété pour garantir que tu respectes cette ordonnance. Je raccrochai tandis qu'il continuait à crier. Je bloquai son numéro ensuite. Je fis de même avec le numéro de mon père lorsque, prévisiblement, il tenta de m'appeler quelques minutes plus tard. Ce ne fut pas la fin des tentatives de manipulation. Je reçus des emails implorant de l'aide, des messages par l'intermédiaire d'amis et de membres de la famille, jusqu'à une lettre officielle de leur avocat, affirmant que j'avais trompé mon frère pour récupérer la maison. J'ignorais tout ça. La vérité était de mon côté, tout comme la loi. Cette même semaine, je terminai la rénovation de mon jardin devant la maison. Je plantai de nouvelles fleurs, ajoutai une petite fontaine, renouvelai complètement l'espace. C'était plus qu'une amélioration esthétique. C'était un symbole de ma résilience, de ma reconstruction. J'arrosai les nouvelles plantes lorsque je vis une voiture familière se garer devant la maison. Mon père en sortit, regardant nerveusement les caméras de sécurité, qui ne faisaient pas d'efforts pour être discrètes. Il semblait vieilli, fatigué, une ombre de l'homme confiant qu'il avait été autrefois. Je laissai le arrosoir par terre et restai à ma place, sans l'inviter à entrer, sans montrer la moindre réaction, à part un léger signe de reconnaissance. « Ta mère m'a tout dit », finit-il par dire après quelques instants de silence inconfortable, sur le fait que tu as payé seul cette maison, sur la façon dont tu as continué à payer les mensualités même après. Et alors, demandai-je sans faciliter la conversation. Il passa une main dans ses cheveux grisonnants, visiblement mal à l'aise. Je suis venu te demander pardon. Ce que j'ai fait n'était pas juste. C'était la première fois que je l'entendais admettre une erreur. En 29 ans, je n'avais jamais été témoin d'une telle vulnérabilité de sa part. Cela dit, ces mots sonnaient vides, motivés plus par la pression de ma mère et de la situation que par un véritable regret. Merci d'avoir dit cela, répondis-je formellement. Mais c'est trop tard. Il ne peut pas être trop tard pour pardonner à ton propre père, argumenta-t-il, une touche de l'ancienne autorité revenant dans sa voix. Pour reconstruire notre famille. La famille fut détruite au moment où tu as trahi ma confiance, père. Au moment où tu as valorisé un fils plus qu'un autre. Au moment où tu as volé quelque chose qui représentait des années de sacrifice. Je ne suis pas celle qui a détruit ce lien. Il tenta de faire valoir son point, comme il l'avait toujours fait. Il parla d'intentions, de besoins familiaux, de la manière dont j'avais toujours été la forte capable de surmonter n'importe quelle adversité. Les mêmes excuses de toujours enveloppées d'une rhétorique différente. Je dois retourner au travail, finis-je par interrompre. Si tu es venu uniquement pour cela, notre conversation s'arrête ici. Je me retournai et marchai vers la porte, l'entendant appeler mon nom une dernière fois avant de renoncer.
Lorsque je fermai la porte derrière moi, je ne me retournai pas. Je ne vis pas quand il monta dans sa voiture et s'en alla. Je n'avais pas besoin de voir. Ce chapitre de ma vie était clos. Dans les mois qui suivirent, je reconstruisis non seulement ma maison, mais toute ma vie. Je reçus une promotion au travail, élargissant mon rôle à celui de chef de projet. Je formai de nouvelles amitiés, des personnes qui me connaissaient pour ce que je suis vraiment, pas en tant que sœur de ou fille d'eux. Ma relation avec ma mère s'améliora progressivement. Elle commença à reconnaître les schémas toxiques de notre noyau familial et à travailler sur son indépendance émotionnelle. Quant à mon père et à mon frère, je gardai mes distances, non par colère ou désir de punition continue, mais par autopréservation. Certaines trahisons sont trop profondes pour être surmontées. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. 1 an après avoir retrouvé ma maison, j'ai appris que mes parents se séparaient. Ma mère, après des décennies de soumission, avait enfin trouvé le courage de chercher son propre bonheur. Elle m'appela en pleurant, non pas de tristesse, mais de soulagement. « Tu m'as inspiré, dit-elle. Te voir te battre pour ce qui t'appartient, poser des limites, refuser d'être manipulé, m'a fait comprendre que je peux aussi faire cela. » Ce fut le moment le plus gratifiant de tout ce parcours douloureux, savoir qu'au milieu de la trahison et de la perte, quelque chose de positif avait émergé. Ma propre force avait inspiré celle que j'aimais le plus à trouver la sienne. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit fatidique où j'ai reçu l'appel désespéré de mon père, ma vie est complètement transformée. La maison est enfin payée. Chaque centime a été gagné par mon propre effort. Le jardin a fleuri au-delà de mes attentes initiales, devenant un refuge de paix et de beauté. J'apprends des nouvelles sur mon père et mon frère par l'intermédiaire de connaissances en commun. Mon père est retourné dans sa ville natale après le divorce, prétendument pour travailler dans l'affaire de son cousin. Mon frère et sa femme ont eu un enfant récemment. Aucun des deux n'a jamais admis ses erreurs. Aucun n'a jamais montré de véritable remords. Pour eux, dans leur esprit déformé, c'était moi qui avais trahi la famille en ne restant pas silencieuse face à l'injustice, en me battant pour ce qui était mon droit, mais leur opinion n'importe plus. J'ai appris que tous les liens familiaux ne sont pas sains, que certaines personnes ne changeront jamais, ne reconnaîtront jamais les dommages qu'elles causent. Et j'ai surtout compris qu'accorder une confiance aveugle, même à sa propre famille, peut être dangereux. La trahison m'a appris à être prudente, mais elle ne m'a pas complètement endurci. Je crois encore en des connexions authentiques, en des relations basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. Ma mère vit maintenant dans un petit appartement près de chez moi. Nous dînons ensemble chaque jeudi, reconstruisant lentement notre relation, libérés des ombres des hommes qui ont défini nos vies pendant si longtemps. Le mois dernier, je reçus une lettre de l'avocat de mon frère. Apparemment, lui et sa femme divorcent. Les difficultés financières, la perte de la maison, la pression de élever un enfant dans l'instabilité. Tout cela a contribué à l'effondrement du mariage que mon père avait essayé de maintenir avec ma propriété. Dans sa lettre, mon frère me suggérait indirectement que j'avais une certaine responsabilité morale pour l'aider à nouveau, utilisant l'existence du neveu que je n'avais jamais connu comme outil de manipulation émotionnelle. Je répondis par une seule phrase, « Je vous souhaite à tous le meilleur ». Mais ma réponse demeurait, ce n'était pas libérateur. Je ne ressens ni culpabilité, ni obligation. Ces problèmes résultent de ses propres choix, pas de mon refus d'être exploité à nouveau. Pour la première fois de ma vie, j'ai établi une limite claire et je l'ai maintenue, sans céder à la manipulation émotionnelle, qui avait toujours été la spécialité de ma famille. 3 mois plus tard, lors d'une après-midi ensoleillée du printemps, très similaire à celle où je reçus les clés de ma maison pour la première fois, je me trouvais dans le jardin lorsqu'une voiture inconnue se gara devant. Une femme en sortit. Je la reconnus immédiatement comme l'épouse de mon frère, bien qu'elle ait visiblement changé, maigrie, avec de profondes cernes, portant un petit enfant dans ses bras. Je me tendis, sur le qui-vive. Les caméras de sécurité filmaient, mais je ressentis néanmoins un frisson dans l'estomac. Que pouvait-elle vouloir? De nouvelles accusations, de nouvelles revendications? Elle s'approcha avec hésitation, s'arrêtant à une distance respectueuse, consciente des caméras. « Puis-je te parler pendant 5 minutes » demanda-t-elle d'une voix fatiguée. « Juste ça, je te promets. » J'acquiesçai, méfiante, en désignant les marches de l'entrée où nous pourrions nous asseoir. Elle installa l'enfant, mon neveu. Je ressentis un pincement au cœur avant de parler. « Je viens ici pour m'excuser, dit-elle directement,
me surprenant totalement par rapport à ce que nous avions fait à ta maison, par rapport à ce que nous avons dit sur toi, pour tout. Je restais silencieuse, attendant qu'elle continue, encore méfiante de ses intentions. À l'époque, ton frère m'a convaincu que vous aviez un accord familial, que la maison était en réalité à lui de droit, que tu la gardais juste jusqu'à ce que nous nous marions. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. C'était pratique. Elle berçait doucement l'enfant tout en parlant, évitant mon regard, visiblement gêné. Je n'ai découvert la vérité complète que récemment, lorsque nous avons commencé le processus de divorce et que ton père a été appelé à témoigner sur certaines questions financières, c'était révélateur pour le dire au moins. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demandai-je, maintenant à voix basse pour ne pas effrayer l'enfant. Elle soupira profondément. Parce que j'essaie de corriger mes erreurs? L'une de mes erreurs? Un par un. Parce que je ne veux pas que mon fils grandisse en voyant sa mère répéter les mêmes schémas toxiques qui ont détruit notre famille. Et pourquoi? Tu mérites de savoir qu'au moins une personne reconnaît le mal qui a été fait. Cela semblait surréaliste. Assise sur les marches de ma maison retrouvée, parlant civilement avec la femme qui avait aidé à voler et à vandaliser cette même propriété. La vie nous met vraiment dans des situations inattendues. Merci de dire cela, répondis-je finalement. Cela signifie beaucoup. Elle hocha la tête, se levant avec précaution pour ne pas déranger l'enfant endormi. Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Je voulais simplement que tu le saches. Nous déménageons dans un autre état la semaine prochaine pour être près de ma famille. Un nouveau départ. Je vous souhaite bonne chance, dit-elle sincèrement. Et je le pensais vraiment. Cet enfant innocent n'y était pour rien dans les actions des adultes autour de lui. Avant de partir, elle hésita, se retournant une dernière fois. Ton frère ne reconnaîtra jamais qu'il a eu tort, ni ton père. C'est comme ça qu'ils sont, incapables de voir au-delà de leur propre ego. J'espère que tu trouveras ta paix, même en sachant cela. Je l'observais tandis qu'elle plaçait délicatement l'enfant dans le siège auto et s'en allait. Ces mots résonnaient dans ma tête, confirmant ce que je savais déjà au fond de moi. Certaines personnes ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. Elles ne demanderont jamais pardon sincèrement. Elles ne changeront jamais et c'était très bien ainsi. Ma guérison, ma paix intérieure, ne dépendait plus de leur reconnaissance. 2 semaines après cette rencontre inattendue, je reçus une autre visite surprise. Ma mère arriva pour notre dîner hebdomadaire, accompagnée d'une dame d'apparence douce qui se présenta comme thérapeute familiale. J'espère que cela ne te dérange pas, dit ma mère nerveusement. J'ai travaillé avec elle ces derniers mois et j'ai pensé que ce serait bien que nous parlions toutes les trois. J'étais initialement sur la défensive. Des années de manipulation familiale m'avaient appris à me méfier de ce genre d'intervention. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, je réalisais que c'était différent. Il ne s'agissait pas de me convaincre de pardonner, d'oublier, de réunir la famille. C'était véritablement sur la guérison, surtout celle de ma mère. Au cours de la conversation, ma mère parvint à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle admit sa part dans la dynamique dysfonctionnelle de notre famille. Comment elle avait permis à mon père de favoriser ouvertement mon frère, comment elle avait ignoré les signes que quelque chose clochait concernant le transfert de la maison. Comment, durant toute ma vie, elle avait attendu que je sois celle qui soit forte tout en protégeant mon frère de toutes les conséquences de ses actes. Je t'ai laissé tomber, confia-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage vieilli. J'aurais dû être ton port sûr, ta protectrice. Au lieu de cela, j'ai été complice dans le silence. Ces mots provoquèrent une avalanche d'émotions que j'avais réprimées pendant des années. Je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis la nuit où j'avais découvert ma maison vandalisée. Ce fut des larmes différentes, cependant, pas de colère ou de désespoir, mais d'allègement, de reconnaissance, de validation après tant d'années à être la méchante ingrate du récit familial. La thérapeute guida notre conversation avec bienveillance, nous aidant à exprimer des sentiments complexes sans nous perdre dans la douleur. À la fin de la soirée, lorsqu'elle se leva pour partir, je ressentis qu'un poids énorme avait été levé de mes épaules. Devrait-on recommencer? La thérapie de groupe. Je pense que cela nous ferait du bien. Je hochai la tête, incapable de verbaliser à quel point cette demande comptait. C'était le premier pas véritable dans la bonne direction, après des années de marche dans la mauvaise. Au cours des mois suivants, nous continuâmes nos séances de thérapie familiale. Petit à petit, des fragments douloureux du passé furent mis en lumière et examinés avec honnêteté.
Non seulement l'incident de la maison, mais aussi des schémas d'une vie entière. La préférence pour mon frère, les attentes démesurées à mon égard, la manière dont mon autonomie avait toujours été perçue comme une menace, tandis que sa dépendance était récompensée. C'est lors d'une de ces séances que ma mère révéla quelque chose qui changea complètement ma compréhension de la dynamique familiale. Mon père avait trahi sa confiance de la même manière qu'il avait trahi la mienne. Des années auparavant, alors que j'étais encore enfant, il avait transféré la maison où nous vivions, qui appartenait à ses parents, à son nom, invoquant des questions légales et fiscales. Quand ses parents étaient décédés, il avait vendu la propriété sans la consulter, investissant l'argent dans des affaires qui avaient finalement échoué. C'était comme voir l'histoire se répéter, avoua-t-elle, la voix troublée. Quand il a fait ça avec sa maison, je savais exactement ce qui se passait et pourtant je suis restée silencieuse, parce que c'était plus facile que de faire face à la vérité. Cette révélation fut comme une pièce finale dans un puzzle complexe. Tout à coup, tout avait un sens terrible. Les schémas se répètent à travers les générations, les mêmes trahisons, les mêmes manipulations. Et à un moment donné, quelqu'un devait avoir le courage de briser le cycle. Cette personne, cela avait été moi. Un après-midi d'automne, exactement 3 ans après avoir récupéré ma maison, je terminais la dernière partie de la rénovation, un petit studio à l'arrière de la propriété, avec une entrée indépendante et toutes les commodités nécessaires à une vie confortable. C'était un projet que je planifiais secrètement depuis des mois. « Que penses-tu » demandai-je à ma mère en lui montrant l'espace terminé. « C'est petit, mais cela a tout ce dont tu as besoin. Si ça te dit, bien sûr. » Elle regarda autour d'elle, confuse. « Pour moi, ton appartement est loué. Ici, tu aurais ton propre espace, mais nous serions proches l'une de l'autre. Nous pourrions dîner ensemble plus souvent, prendre soin du jardin. » Je n'arrivais pas à terminer ma phrase. Ma mère m'enlaça avec force, pleurant silencieusement. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous savions toutes les deux ce que cette invitation signifiait. Ce n'était pas seulement une question pratique de logement. C'était un symbole de reconstruction, une nouvelle opportunité pour notre relation. Une semaine plus tard, elle emménagea. Nous nous adaptâmes rapidement à cette nouvelle routine. Elle avait son indépendance dans le studio à l'arrière. Je gardais ma vie privée dans la maison principale, mais nous partagions des moments quotidiens, petit déjeuner dans le jardin, film le vendredi soir, projet de jardinage le week-end. C'est lors d'un de ces week-ends, alors que nous plantions de nouvelles fleurs au printemps suivant, que ma mère mentionna en passant. « Ton père a appelé hier. » Mon corps tout entier se tendit. Nous ne parlions plus de lui depuis des mois. Que voulait-il ? J'ai appris que je vis ici maintenant, dit-elle, hésitant, choisissant ses mots avec soin. Il a dit que c'était ironique que je vive dans la maison qu'il a offerte à notre fils. Je sentis le sang battre dans mes veines. Même après tant de temps, même avec toutes les vérités révélées, il déformait encore la réalité pour s'adapter à sa narrative. « Que lui as-tu répondu » demandai-je, essayant de contrôler la colère dans ma voix. Un sourire serein se dessina sur le visage de ma mère. Un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Un sourire de quelqu'un qui se libérait enfin. J'ai dit la vérité, que je vis ici avec ma fille dans la maison qu'elle a bâtie de ses propres efforts et que j'ai enfin appris la différence entre la véritable générosité et la manipulation déguisée en cadeau. À ce moment-là, en regardant ma mère, maintenant une femme visiblement plus forte et plus heureuse, je réalisais que ma vengeance silencieuse avait accompli quelque chose de bien plus grand que la simple récupération de ma propriété. Elle avait brisé un cycle toxique de plusieurs générations. Elle avait inspiré une autre personne à trouver sa voie, sa force. Parfois, je reçois de nouvelles concernant mon père et mon frère. Je sais qu'ils continuent tous deux avec leur vie, probablement en racontant leur version déformée de l'histoire, se peignant comme des victimes d'une fille et d'une sœur ingrate et calculatrice, ne reconnaissant jamais leurs erreurs, ne réalisant jamais les dommages qu'ils ont causés, probablement ne le feront-ils jamais. Mais cela n'a plus d'importance pour moi. Ma maison est ici, solide sous mes pieds, fruit de mon travail et de ma détermination. Mon jardin fleurit chaque printemps, plus luxuriant que l'année précédente. Ma relation avec ma mère, auparavant fragilisée par des décennies de dysfonctionnement familial, fleurit désormais comme les rosiers que nous avons plantés ensemble. Ce ne fut pas une victoire rapide ou tonitruante, mais une revanche silencieuse, patiente, construite jour après jour avec chaque limite fixée, chaque vérité exposée, chaque refus de perpétuer les schémas toxiques. Et au final,
il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qui était mon droit, mais de construire quelque chose de bien plus précieux, ma dignité, ma paix intérieure, ma capacité à faire à nouveau confiance, même si c'était avec prudence. Aujourd'hui, lorsque je regarde par la fenêtre de ma cuisine et vois ma mère s'occupant des plantes dans le jardin, je ressens un mélange de gratitude et de fierté. Ce n'est pas la famille parfaite que j'avais imaginée enfant, mais elle est authentique, saine, construite sur la vérité et le respect mutuel. La maison que mon père avait essayé de me voler est devenue bien plus qu'un bien immobilier. Elle est devenue un symbole de résistance, de renaissance, de guérison. Les mêmes murs qui ont été témoins de trahison et de destruction abritent désormais des rires, de la croissance et de la paix. Certaines personnes diraient que pardonner aurait été plus facile, moins douloureux. Peut-être ont-elles raison, mais pour moi, le véritable pardon ne signifie pas permettre à des comportements toxiques de continuer sans conséquence. Cela signifie accepter ce qui s'est passé, apprendre de l'expérience et avancer. Plus forte, plus sage, plus déterminée à ne pas répéter les mêmes erreurs. Si je pouvais revenir dans le temps et parler à ma version plus jeune, assise par terre dans la maison vide, pleurant de joie en recevant les clés, je lui dirais: garde précieusement ces clés, non pas seulement les physiques, mais aussi les métaphoriques, les clés de ton indépendance, de ta dignité, de ta capacité à établir des limites saines. Et je lui dirais également que, peu importe à quel point le chemin à venir est douloureux, peu importe combien de trahisons elle pourrait rencontrer, elle trouverait une force qu'elle ne soupçonnait pas avoir, qu'elle perdrait certaines batailles, mais gagnerait la guerre, qu'elle reconstruirait non seulement une maison, mais une vie entière, une vie véritablement à elle. Et toi, si tu étais à ma place, que ferais-tu différemment? Laisse ton commentaire.